L'eau est partout. Nous sommes évidemment constitués d'eau. Nous sommes constitués d'eau. Et nous sommes constitués à la fois de savoir et de mystère. J'ai adoré ce que vous avez dit. Il se trouve que je prépare une BD avec Éric Servat, qui est le cher Éric, qui est Montpellier, l'IRD, etc. On travaille ensemble. Et en discutant avec lui, il y a deux choses qui sont incroyables. C'est que depuis le tout début, il y a la même quantité d'eau et qu'on ne sait pas en fait d'où ça vient. Donc il y a le grand mystère de la source des sources. On en parlait avec Éric encore hier. Et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de création, c'est de la circulation. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est pas un fleuve qui coule, c'est un fleuve qui circule. Et ça change tout. Parce que circule, tu le consommes et hop, tu jettes. Pas du tout. Ça tourne. Et moi, c'est un truc qui m'a complètement changé ma vie quand, dans ma tête, j'ai remplacé la forme géographique majeure, géométrique majeure de la ligne par celle du cercle. Étant économiste, j'ai fait une thèse avec Barre, etc. C'était la croissance, la croissance, la croissance. Hop, croissance. Une ligne. Une ligne. Et comme en fait je suis marin depuis l'enfance et que je voulais savoir ce qu'étaient les grands mécanismes au-delà de la météo qui me permettait de ne pas être dernier en régate, j'ai travaillé sur le Gulf Stream. Gulf Stream, courant, et exactement, ça tourne. Ça tourne avec, vous savez, avec le tapis roulant que j'adore, le Gulf Stream, ça tourne dans tous ces sens. Et brutalement, je me suis dit, ah bon, c'est comme ça, premièrement. Et deuxièmement, il se trouve que oui, j'avais commencé à pas faire des études de philo, avec des profs déments, puisqu'en 3 ans, j'ai eu Yankelevitch, Raymond Aron, Deleuze, costaud. Donc je me suis dit, oh là là, c'est bien au-dessus de mon niveau, donc on va faire un d'économie. Mais il y avait la question qui m'a toujours frappé, c'est la question de Descartes. Et on peut penser que nous payons aujourd'hui le prix de Descartes. Si on résume en simplifiant, bien sûr, c'est injuste, etc. Mais il y avait 2 lignes. 1, je pense donc je suis. On peut très bien être sans penser. Et le monopole de la pensée ne donne pas le monopole de l'être, premièrement. Deuxièmement, quand vous prenez un phénomène, un mystère, la vraie pensée de Descartes, c'est que vous les découpez en tranches et vous arriverez à une solution. Vous arriverez à une solution de domination, mais pas une solution de compréhension. Donc, vous voyez, si vous remettez en cause ces deux piliers-là, vous voyez bien que ce pilier a été extrêmement utile pour en finir avec les obscurantismes, notamment religieux, mais qui étaient aussi des visions de l'unité du monde. C'est ça l'affaire. C'est qu'on a jeté d'une certaine manière le bébé avec l'eau du Rhin. Et donc on peut imaginer ces questions. Vous voyez, bref. Vous voyez, mais on pourrait discuter de ces questions. Moi, c'est ma vie même, vous voyez, parce que économie, d'abord philo, économie, plus des responsabilités politiques, plus des contradictions, plus, on n'aura pas le temps d'en parler, mais quand vous voulez, j'ai été quand même 23 ans conseiller d'État, donc le droit n'est pas sans m'intéresser, comme on peut dire. Et donc la question des parlements, et j'ai vu très précisément ce qui s'est passé, évidemment en Nouvelle-Zélande, mais un peu partout.
Donc qu'est-ce que se passe? Parce que la question posée, c'est la question qui va parler à la place du galet? Parce que est-ce qu'on va faire voter les galets? Comment ça se passe? Déjà qu'on n'arrive plus à faire voter les êtres humains, comment est-ce qu'on va faire voter les galets? Donc vous voyez ce genre de mécanisme. Bref, le lien. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai appris du lien profond, c'est-à-dire du religieux au sens étymologique, religare, relegare, recueillir et relier, moi sans transcendance. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est-à-dire, j'ai travaillé, par exemple, une expérience, pardon, on va se balader un peu, mais une expérience, avec Beethoven. J'ai travaillé beaucoup avec des musicologues qui ont analysé la composition de la Missa Solemnis. Au début, il semblerait qu'il croit en Dieu. Et après, sa religion devient horizontale et est devenue fraternité. Intéressant l'affaire. Intéressant l'affaire. Et donc ce mécanisme-là, à dire l'unité de la vie, si on a compris quelque chose au moment de la pandémie, c'est bien ça. Il n'y a pas de frontières dans le vivant. On va bien comprendre ça quand même. Il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de frontières dans le vivant. D'où la question des échelles. Alors il se trouve que j'ai une chance très grande, c'est que, voilà, je suis depuis maintenant 20 ans amoureux d'une femme. Cette femme, elle est là, et je vais vous dire un truc. Ce jour-là, je regardais la construction d'un barrage sur le Mékong. Soudain, dans l'assourdissant vacarme des engins de chantier, j'entendais la voix de ma femme. C'est pareil. Je me retournais, elle avait fermé les yeux. Écoute, le sang, quand on lui rétrécit le passage, quand les artères commencent à se boucher, le sang fait exactement le même bruit. Écoute, tu entends la différence avec ce matin à Luang Prabang? Le fleuve était libre. Libre, libre. Ici, on l'emprisonne. Il est malheureux. Écoute. Il faut vous dire que ma femme, Isabelle, est médecin vasculaire. Depuis 30 ans, elle promène une sonde sur des êtres humains, mais elle ne se contente pas de scruter son ordinateur, elle tend aussi l'oreille, car chaque flux a sa musique, dont certaines pas du tout rassurantes, comme Christine le sait bien. C'est en rentrant à Vientiane, au milieu d'une forêt de teck, que l'idée est venue. Au fond, elle et moi, le médecin et l'écrivain reporter, nous faisions exactement le même métier. Je m'occupais des grands fleuves, ceux qui irriguent la planète, elle prenait soin des plus modestes, ceux qui transportent l'oxygène et la vie jusqu'aux extrémités de nos corps. Nous allions écrire 2 livres, le premier sur la fragilité des grands fleuves, le second sur ces rivières minuscules qui coulent en nous. Quelque chose nous disait que ces 2 échelles allaient se parler, que le tout petit allait avoir des choses à dire au plus grand, et réciproquement. Selon de vieilles pensées, le tout est inscrit dans le microcosme. De là vient notamment, ou mieux qu'ici le dire, de là vient notamment la vérité des jardins. Cette promesse laotienne a été tenue. Le premier livre, celui qui raconte les grands fleuves, a été publié en 22. Il s'appelle La Terre à soif et raconte 33 fleuves, etc., etc. Et le second livre est celui qu'aujourd'hui, sur lequel je suis en train de travailler, sur cette unité. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Ce matin même, je travaillais sur les larmes. Et on peut évidemment s'en tenir au visible, c'est-à-dire les glandes lacrymales, la composition moléculaire des larmes. On peut aussi savoir ce qu'il y a dans l'invisible, ce que ça veut dire, quelle est la vraie source, pas le mécanique, quelle est la vraie source des larmes. Donc c'est ce lien-là. Autre lien, dans d'autres domaines, j'ai pris une baigne totale, parce que je suis maintenant depuis longtemps le parrain des hackathons à Montpellier avec Éric Servat. C'est-à-dire des étudiants du monde entier qui essayent de trouver des réponses à telle ou telle solution de question d'eau. Et j'y étais encore à ce moment-là. Et je lui dis, ben voilà, je reviens d'une mission de l'ONU, on avait été en Guinée, parce qu'en Guinée, on est en train de couper tous les arbres, parce que vous savez, les grands fleuves africains ont en fait deux grandes sources, les glaciers et les forêts. On peut imaginer, un peu plus le neigeux, etc., mais enfin, en gros, le froid et le vert. Bon, si vous coupez les forêts, il y a ce que vous avez dit, ce n'est pas du prélèvement, mais c'est attiré et ça revient, avec un bénéfice. Et donc, le massif de Guinée, qui s'appelle le Fouta Djallon,
est en train d'être rasé. Pourquoi? Parce que, comme partout, il y a plus de troupeaux, donc on massacre les têtes de source, qu'on coupe les arbres pour étendre les plantations, et qu'il y a de l'or et surtout de la bauxite. Donc vous imaginez ce que c'est avec la corruption, on vous donne une immense entrave de plusieurs dizaines d'hectares, c'est viré, machin, tout est là, etc. etc. Et je dis, si c'est comme ça, le débit des fleuves de l'Ouest africain va diminuer beaucoup. C'est-à-dire le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le fleuve Niger. Vous voyez? C'est comme ça, tac, 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 comme ça, voilà. La prochaine fois, j'aurai des cartes parce que moi, je jongle ça depuis tellement longtemps, mais d'autres me disent, bon. Et donc, voilà. En fait, un lève la main, copain de l'équipe d'Éric, qui me dit, écoute, c'est totalement incomplet ton truc. Tu penses que tu connais l'eau, mais non, c'est pas bien. Et c'est ça qui est génial, ce que vous disiez sur les mystères, c'est-à-dire sans arrêt à ça. Pourquoi il me dit, t'as complètement oublié un truc? Ah bon? Bah oui, le jet stream. Ah bon, lequel? Attends, le jet stream, j'en ai déjà des collections. Non, il y en a un. Il y en a un qui, vers le mois de mars, naît au-dessus du Tibet. Ah bon? Qu'est-ce qui vient foutre le Tibet? Je savais, et je vous le rappelle, mais quand même, c'est quand même assez intéressant, qu'à 300-400 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend pour son dos d'un fleuve qui descend du Tibet. Je reviens au Tibet. Chiffre intéressant, quand même, en géopolitique, intéressant. Bon, ça revient du Tibet. Et donc voilà, donc il y a un jet stream qui naît au-dessus du Tibet, qui vient, contrairement à la plupart des autres circulations autour de la planète, qui est celui-là du levant jusqu'au couchant, de l'est jusqu'à l'ouest, et quand ce flux-là arrive vers la mi-juillet, juste au-dessus de la Terre surchauffée de l'ouest africain, les conditions de température, donc de pression, changent, et c'est ce qu'on appelle la saison des pluies. Donc il me dit, écoute, les arbres, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Sauf qu'après, quand il n'y aura plus de glaciers, au revoir. Mais ça, c'est une autre échelle différente. Donc ça, c'est le premier, le lien. L'eau, c'est le lien, à toutes les échelles. En biologie, c'est le lien. S'il n'y a pas d'eau, votre petite usine à fabriquer des trucs, les mitochondries, ils n'ont aucun contact avec le reste. L'eau, c'est le lien. J'ai fait un petit article là dans le 1. L'eau, c'est le remède à la solitude. L'eau, c'est la sécheresse, c'est la solitude, dans tous les sens du terme. C'est, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vie. C'est aussi simple que ça. C'est une sorte de sociabilité naturelle. Premier point. Deuxième point, les conflits. Alors, il se trouve que depuis 3 ans, je suis prof à l'école de guerre sur ces questions. Et je vais vous donner 2 exemples. 2 exemples. Le premier, c'est évidemment le Nil. Mais je pourrais parler aussi du Proche-Orient avec le château d'eau qui est la Turquie, avec le Jourdain, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous me posez des questions, je connais assez bien ce qui se passe un peu partout dans ces questions-là. Le Nil. Le Nil, 80% du débit vient d'Éthiopie. On appelle ça le Nil bleu. On ne sait pas, mais l'Éthiopie, c'est des très hautes montagnes. Ça vient de là, 80%. 20%, ce qu'on a mis longtemps à découvrir, c'est la source du Nil blanc, c'est-à-dire les Grands Lacs. Nil blanc, Nil bleu, il se retrouve à Khartoum. Depuis la nuit des temps, le pouvoir a été en aval, c'est-à-dire l'Égypte. Il y a eu les pharaons, l'Empire ottoman et les Anglais, qui n'ont jamais autorisé l'Éthiopie à prélever plus d'une partie infime du débit. Sauf que les populations ont continué à croître, et un rythme encore plus élevé en Éthiopie qu'en Égypte. Ce qui fait que si l'Égypte a maintenant 100 millions d'habitants, 105, il y en a sans doute 115 en Éthiopie, qui a décidé il y a 10 ans, sans rien demander à personne, de construire un barrage, le barrage Renaissance, sur son territoire, juste avant la frontière avec le Soudan. Et quand j'ai été, une des fois où j'ai été à Addis Abeba, j'étais là, l'ambassadrice de France m'a dit, vous devriez avoir mon collègue égyptien, qui est charmant, il m'a dit, écoutez, je sais que vous allez survoler demain le barrage Renaissance, dites-vous bien que ce barrage n'ira jamais à son terme, et ce n'est pas un hasard si nous envisageons de vous acheter des Rafales. Et qu'en ce moment, c'est la bataille pour savoir quel va être le rythme de remplissage du barrage, qui a été construit, mais quel est le rythme de remplissage du barrage. Tension maximum.
Mais s'il venait la très mauvaise idée à l'Égypte, allié du monde occidental, d'attaquer l'Éthiopie, qui elle attaquerait? Le principal allié de la Chine dans sa délocalisation de ses industries, pour une raison très simple. Si les salaires moyens en Chine ont commencé à monter, sont à 350, 370, ils sont en Éthiopie encore à 50, 60. Donc dans des tas de domaines comme la voiture, comme quelques panneaux solaires, comme la pharmacie, comme le textile, boum, ils sont là. Donc vous voyez les questions. Exemple, premier exemple. Je peux vous donner plein d'exemples de tensions. Jusqu'à une date assez récente, on entendait surtout, vous avez dû l'entendre, il n'y aura pas de guerre de l'eau. C'est tellement, il n'y aura pas de guerre de l'eau. Eh bien, ça commence à être chaud. Pour une raison très simple, c'est que d'abord la population a continué à croître dans cette partie du monde, et d'autre part, elle s'est concentrée. Donc si vous avez une bataille pour un puits au milieu d'un désert, ben, ça met de l'animation dans un endroit où il n'y a pas Netflix. Mais si vous avez deux cités de 30 millions d'habitants qui se battent pour le même cours d'eau, c'est complètement vital, notamment pour l'Égypte. Premier exemple. Deuxième exemple, les deltas. Tous les deltas du monde sont menacés. 650 millions d'êtres humains habitent un delta, pour toujours les mêmes raisons. On a multiplié le barrage en amont. C'est exactement ce que disait Charlène. On a multiplié le barrage en amont. Qu'est-ce qu'un delta? C'est l'enfant des sédiments. Si vous avez multiplié les barrages, vous n'avez plus de sédiments. Si vous n'avez plus de sédiments, votre delta il est plus nourri, donc il s'effondre. Comme en plus vous avez viré vos barrières naturelles qui sont les mangroves, et comme en plus l'océan a tendance à se dilater, toujours le lien entre les différents cycles de l'eau, le climat, etc., bah, évidemment ça ne marche pas. Et alors, vous avez ça au Bangladesh, où vous avez maintenant sans doute 170 millions d'habitants, dont la moitié sont déjà géographiquement sous l'eau. Et que vous avez dans des tas d'endroits, comme la Louisiane, ou qui ont des moyens énormes d'argent, où vous avez des constructions régulières de programmes de digues qui sont dans la capacité provisoire de lutter contre ces invasions, enfin au fond cet affaissement, cette non-nourriture des deltas. Vous voyez, donc cette situation-là. Et vous avez en petit exactement la même chose en Camargue. Et je vais vous donner deux exemples de Camargue, qui moi, de Rhône, parce que j'ai créé avec l'ancienne patronne de la Compagnie nationale du Rhône, une association qui s'appelle Initiative pour des grands fleuves, et c'est le Rhône, donc le Rhône, je le connais assez bien. Donc il y a cette question qui est intéressante en Camargue. Bien. Il y a deux lignes sur la Camargue qui s'affrontent. Et on y va là parce que ça fait un bout de temps maintenant que je suis parrain du Festival de Camargue, je suis passionné par cette région qui est une sorte de laboratoire du dérèglement climatique et d'une certaine diversité biologique. C'est-à-dire que sur la question de la Camargue, vous avez ceux qui disent « Eh bien, on va monter la digue pour empêcher la mer Méditerranée de monter », et puis d'autres qui disent « Non, on va d'une certaine manière faire la part de l'eau, qui est la version aquatique de la part du feu ». Avec des éléments très intéressants en contradiction, parce que j'adore les contradictions. Moi, je ferais, si j'avais la seule... Je ne suis pas du tout collectionneur, sauf de contradictions. Et cette contradiction, elle est géniale. C'est-à-dire que pour avoir des flamants roses, il faut que vous ayez une eau qui soit pas trop salée. Donc, il faut une digue. Donc, d'une certaine manière, pour avoir l'amour de ces oiseaux-là, c'est-à-dire pour être un écologiste spectaculaire, vous êtes plutôt pour la digue. Mais si vous voulez avoir plus de diversité dans les oiseaux, avec tous les limicoles, hein, les gambettes, les machins, les avocettes, tous ces trucs-là, etc., ça admet beaucoup plus de sel, puisque c'est des oiseaux du rivage. Donc il y a des batailles entre les écolos spectaculaires et les écolos de la diversité. Avec une autre contradiction qui me ravit, parce que je suis à la fête. Celle-là, quand je l'ai trouvée, elle me ravit. Évidemment, comme je m'occupe de l'eau, je suis avec les canalisateurs, parce que les fuites sont démentes. Et alors, le patron des canalisateurs, il m'appelle, il me dit, tu sais, il y a un nouveau truc là, c'est quand même incroyable. On a un projet là de réhabiliter le réseau, parce qu'il y a des fuites quand même, on fait des économies, etc.
eh ben, j'ai une association d'écologistes là, très particulière, ils sont contre. Ah bon, pourquoi? Parce que quand il y a des fuites, il y avait une zone humide. Si je supprime les fuites, il n'y aura pas de zone humide. Alors, je veux dire, il y a peut-être une autre façon de faire les zones humides que des trucs comme ça, etc., ce genre de trucs. Voilà. Ça, c'est ce point-là sur les conflits. Sur les conflits. Alors maintenant, quelle est la bonne échelle? Alors, pourquoi j'ai parlé dès le début des questions médicales? Parce que c'est la même chose. Quelle est l'échelle? On n'agit pas si on n'a pas la bonne échelle. Et quand vous avez dit l'Arve, qui est un sous-bassin du Rhône, on est en train de travailler beaucoup ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. C'est ça ce qu'on voit. C'est-à-dire, la bonne échelle, c'est le bassin. C'est le bassin parce que c'est le bassin. C'est comme, c'est l'unité. Quelle est la bonne unité? On ne va pas soigner juste un organe, on choisit l'ensemble. C'est la santé. Et donc, ça ne sert à rien de faire un affluent en aval si un affluent ne veut pas. Et donc, ces questions-là sont absolument clés de choisir la bonne échelle. Donc, on regarde un peu comment ça va se passer. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai été, il y a un mois et demi, à Bruxelles, parce qu'on va lancer, enfin, un Blue Deal. Il y a le Green Deal, on sait bien, on a pris plein la chetron ces derniers temps, mais il y a le Green Deal, c'est-à-dire le Blue Deal, c'est-à-dire l'eau. Parce que jusqu'à une date assez récente, on disait il n'y a plus de problème d'eau en Europe. Si on est sûr d'une chose, c'est que l'Europe, virgule, continent tempéré, virgule, n'aura jamais problème d'eau. J'ai entendu ça sur tous les tons. Eh bien, maintenant, c'est quand on s'est rendu compte que l'été d'avant, à Cologne, on traversait quasiment à pied sec le Rhin, ce qui entraînait un cercle, encore une fois, le lien entre l'eau, le climat, etc., un cercle vicieux, puisque les barges ne pouvaient pas passer. Donc camion, dégagement, accroissement du dérèglement climatique, augmentation de la température, diminution, etc., etc. Ce genre de cycle, toujours des cycles. Vous voyez, ça me ravit. Dès que je trouve un cycle, boum, dans ma collection. Alors, je veux dire, il y en a. Moi, avant, j'aimais le Tour de France. Maintenant, j'ai des cycles beaucoup plus larges que le Tour de France. Donc, tout cas, ça. Il y a un point que je voulais vous dire. Et là, il faut qu'on agisse ensemble. C'est que quand j'ai toujours travaillé sur l'eau, pour une raison très simple. J'ai commencé à travailler les matières premières pour des raisons politiques. Moi, j'étais dans un truc qui s'appelait le PSU, qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié. Ça s'appelait Unifié parce que personne n'était d'accord. Mais à l'époque, il y avait des gens intelligents qui étaient liés à socialistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on discutait sur ces questions, etc. Non, on ne sait pas, on ne voit pas. Et donc, j'étais là. Donc, les matières premières. Pourquoi? Pas pour des raisons françaises, mais pour des raisons nord-sud. Je me disais que c'était l'âge où j'arrivais mon adulte, c'était de dire si les pays du Sud arrivaient à bien gérer leurs matières premières, ils réussiraient leur indépendance. Donc je travaille là-dessus. Et j'ai travaillé sur les matières premières, à commencer par l'eau. Et le livre qui a eu le concours, c'est sur l'Amazone et sur le caoutchouc. Donc c'est les lieux, ces trucs qui font l'eau rebondit aussi. Hein. Donc on peut dire un peu c'est la même chose. Donc vous voyez, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça sur les questions, sur ces questions d'eau complètement au début et de matières premières. Donc, j'ai continué, après des moments de Conseil d'État, etc., mais j'ai décidé de reprendre le reportage. Et donc, je me suis dit, au fond, je vais faire un livre sur l'avenir de l'eau. Il y a 12 ans. Quand j'ai publié l'avenir de l'eau, après 3 ans d'enquête, dans le monde entier, on m'a dit, écoute, c'est vraiment intéressant, c'est vrai, puis ça nous a fait voyager, donc c'est bien, ça nous a fait voyager, on a compris des trucs, etc., mais quand même, on reprend la rengaine qu'on entend sans arrêt, c'est un des trucs, c'est que, de toute façon, il y a une chose est sûre, jamais on manquera d'eau. Très bien, les petits loups. Alors j'ai continué. Et j'ai changé. Et j'ai changé parce que dans les alertes, il faut incarner. Et vous n'incarnez pas avec une matière. Donc il faut incarner avec des personnages, et les personnages, c'est les cours d'eau. Comme un jardin, ce n'est pas la nature,
c'est un jardin, un autre jardin, etc. C'est le paradoxe absolu de l'art, et là je suis tellement heureux d'avoir cette occasion d'en parler avec des scientifiques, des gens, parce que quand même, franchement, ma présidence de Versailles a changé ma vie. Hein. J'arrivais là, j'y connaissais que dalle et tout, donc ça a changé ma vie. Donc l'idée c'est vraiment ça, incarner. Et quand vous dites, faites le portrait de l'arbre, il y a tout. Le paradoxe de l'art, c'est que le détail dit le général. Et que si vous voulez être général, vous dites rien du tout. Faites chier tout le monde. Et que personne n'a été aussi maigre que l'homme qui marche de Giacometti. Mais il dit la condition humaine. Si vous voulez avoir une taille moyenne, vous faites de l'administratif, c'est-à-dire vous êtes inefficace et inaudible. Donc, alors, en liaison avec ça, donc j'ai fait la Terre à soif avec 33 fleuves. Et là, on continue, mais votre ligne absolue de Chaumont, absolue, au mois de septembre dernier, téléphone, une dame. Bonjour, je suis Claire Gibault. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bien, elle est chef d'orchestre, la Scala, etc., etc. Elle me dit, j'imagine bien, elle est musicienne, voilà, immense musicienne. Et elle me dit, écoutez, voilà, nous avons lu, mon petit groupe, là, à Bourges, là, on travaille beaucoup, et donc, grand niveau de musicien reconnu. Bon. Et donc, on a envie de faire un oratorio sur votre livre. Alors, j'étais avec mes enfants, et alors je dis à mes enfants, c'est Claire Gibault, un oratorio, etc. Puis je dis à la dame, oui, j'aurai peut-être une semaine, dans 3 ans, consulter mon agent, etc. Bref, je hurle de joie. Et elle me dit cette phrase insensée. Et là, on va pouvoir peut-être boucler, première boucle avec vous. C'est qu'elle me dit, écoutez, nous, virgule, Bourges, virgule, où je travaille depuis toujours, nous sommes candidats au poste de capitale européenne de la culture. Il n'y a aucune chance parce qu'il y a Montpellier, parce qu'il y a Rouen, etc. Boum, Rouen, Montpellier, ça. Boum, ça y est, Bourges. Ce qui fait que notre petit oratorio, et on est en train d'entrer en composition avec dans Lando Bosch, qui est une merveille de mec, et on est en train, il entre en composition, puis moi je raconte mes petites histoires, et donc cet oratorio sera joué dans les 27 pays européens par des orchestres de jeunes, premièrement. Deuxièmement, je publie un roman qui raconte l'histoire de Venise, c'est-à-dire en résumé, là ça sera en septembre, un gros bateau rentre dans les atterrés, Venise en a ras-le-bol, le temps s'arrête. Et alors, Vivaldi revient, il n'y a plus de différence entre les vivants et les morts, le temps s'est arrêté. Il ne reprendra que si on met un peu de raison chez les êtres humains. Donc, Vivaldi arrive et dit, écoutez, j'ai merdé avec mes 4 saisons, je vous propose d'écrire la 5e. Et comme où il y aurait la réconciliation. Et comme il y avait un mec qui se faisait chier ici à trafiquer à New York de l'alcool, c'est-à-dire l'ancien librettiste de Mozart, Lorenzo da Ponte, et qui n'en pouvait plus des chérubins pervers et des comtesses éplorées, et dit « je veux m'intéresser aux éléments ». C'est machin, etc. Donc on fait ça. Donc on monte l'affaire, il va y avoir un livret et on va faire un opéra. Troisième point, et ça aussi on peut le faire ensemble. Troisième point. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, vous savez que ça a bougé beaucoup, il y a eu des sportifs, des machins, etc. Ça. Il y avait un mec que j'adore toujours, qui est Papendiac, et il me dit comment est-ce qu'on peut intéresser les jeunes à l'environnement. Direct, je lui ai dit, tu fais, évidemment c'est mon obsession, comme celle de Charlène, j'ai cru comprendre, tu fais visiter une fois par mois avec des profs volontaires, avec les offices français de biodive, avec les machins, etc., avec les pêcheurs à la mouche, hein, tu vois, 11h, 13h, tac, tac, le pêche à la mouche, tu fais le truc comme ça, voilà, comme ça, avec tout. En plus, j'adore le truc, il devient éphémère pour se reproduire. C'est quand même vraiment la définition. Donc, tu fais ça, et donc, voilà, donc il me dit, écoute, c'est ça. Donc, on fait un égo avec lui, tout ça, etc. Alors, avec l'éducation nationale, il disait « Ah, très bien, on va à côté le jargon de l'éducation nationale, à côté des aires éducatives maritimes, on va faire les aires éducatives fluviales. » Je lui ai dit « Ce ne serait pas mieux, adopte ta rivière ?» Alors il me dit « On verra, parce qu'il y a des habitudes, etc. » Bref, c'est lancé. Il y a pour l'instant 1000 aires éducatives.
1000 aires éducatives, on veut passer à 10 000, et il se trouve que depuis donc mercredi, je suis le parrain de toutes ces aires éducatives. Donc il faut qu'ici à Chaumont, il y ait des classes de CM2 qui prennent soin de la rivière, prennent soin directement, qui racontent la rivière. Donc j'ai écrit un petit conte qui s'appelle Adopte ta rivière, où il y a un cadre, et à l'intérieur du cadre, il y aura la participation de chacun qui raconte sa propre rivière. Et j'ai fait ça chez moi en Bretagne, un énorme fleuve côtier de 72 km, s'appelle le Trieux, débit 5 mètres cubes secondes. Donc j'ai vu une journée entière avec des gamins, 3 classes de CM2, énormes. Ils ont appris à reconnaître les poissons, avec la taille des arêtes comme on fait. Ils ont appris à bien reconnaître comment les poissons, les oiseaux utilisaient la berge, dont les martins pêcheurs. Personne ne savait que les martins pêcheurs creusent des tunnels incroyables. Ils ont pris des leçons de castor, parce qu'il faut devenir castorologue, etc., etc. Ils étaient comme des fous. Ils ont créé une sorte de fresque de la rivière, comme il y a des fresques du climat, etc. Donc cette affaire a lancé. Donc j'appelle Chaumont et je vous remercie. Voilà. Mais c'est maintenant, c'est vivant, c'est joyeux, c'est possible. C'est exactement ce que vous avez dit. Et donc, simplement, il faut trouver, encore une fois, un carnet. C'est-à-dire, parce que les alertes on dit écologie, triste, etc., il faut en porter. Et donc, c'est là où le lien, vous me fermez la gueule parce que je peux parler des heures et des heures. Hein. Et donc voilà, parce que le lien avec la musique, parce que ça fait 10 ans que moi je suis récitant dans les spectacles de William Christie. Et moi, Jean, enfin franchement, c'est la ligne. Hein. Lui, c'est le mec qui nous a dit qu'il fallait sortir des cases. Hein. Et donc, il a montré ce que c'était. Et donc c'est ça l'affaire. C'est dans l'agriculture, mais surtout dans les arts et dans la vie, il y a un S. Il faut que ça fleurisse, ça soit florissant. Et donc, c'est à nous d'apporter des S à la vie. Et la solution, si vous apportez des S à la vie, on se fera moins chier. Est-ce que vous avez des questions immédiatement à poser à Éric Orsena ou à Charlène Descolonges? On a un petit quart d'heure, même si on se retrouve cet après-midi, après le déjeuner. Ah oui, le micro, je vous le donne. Hein. J'ai une question. En fait, en vous écoutant, je me pose la question du ressort psychologique. C'est-à-dire, il y a l'eau qu'on apprécie, l'eau qu'on aime et l'eau dont on a peur. Je parle de l'eau qui stagne, je parle du marais, je suis fils d'agriculteur. Et en fait, je sais que ces agriculteurs-là, dans leur vie, ont contribué à faire reculer l'eau. Mais en faisant reculer l'eau, on leur a dit qu'ils faisaient reculer la maladie, qu'ils assainissaient. On a fait revenir, je viens donc du Val di Comino en Italie, on a fait revenir les Italiens qui étaient en France, on les a fait revenir là-bas parce que les terres qu'ils ne pouvaient pas cultiver, ils pouvaient les recultiver. Donc en vous écoutant, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une peur primale de l'eau et qu'il faut essayer déjà de définir les contours. En vous écoutant tous les deux, je me rends bien compte qu'il faut la faire revenir l'eau. Mais c'est ce ressort psychologique et je me pose la question de savoir comment le faire sauter. Top. Je suis complètement d'accord. Moi, j'en suis venue à cette même conclusion en me disant qu'il n'y avait pas une, mais deux peurs primitives de l'eau. La peur de manquer, de mourir assoiffé, et la peur d'être inondé, de mourir noyé. Ces peurs-là, primitives, je ne sais pas d'où elles prennent vraiment leurs racines, mais en tout cas, on peut le décliner à l'infini dans nos sociétés, et y compris chez les agriculteurs, de se dire, non, il y a cette vision hygiéniste d'assainir les sols et de faire reculer l'eau, mais on se retrouve dans une situation complètement paradoxale où on gardait l'eau pour irriguer ou pour en fait juste la contrôler quand on en a besoin et ensuite l'évacuer quand on n'a plus besoin. Mais il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que Rome s'est construit avec la Cloaca Maxima, avec ce réseau d'assainissement. C'est vraiment en assainissant la ville qu'on a pu se développer, et toutes les villes alentours ont pu se développer en assainissant et en évacuant l'eau. Donc à la fois on peut critiquer, mais en même temps se dire on en avait besoin.
à ce moment-là pour se développer. Mais c'est vrai que travailler sur ces peurs profondes, je pense que c'est une clé parce qu'on va forcément vers on l'a vu avec le changement climatique, des extrêmes. Et j'aime beaucoup cette image du roseau qui plie mais ne rompt pas. Et justement, d'être dans la résilience et se laisser traverser par ces flux d'eau qui vont arriver de manière très abondante. Et en même temps, travailler plutôt sur la peur du manque. Je pense que la peur d'être noyé, on l'a bien travaillé. Enfin, on l'oublie souvent, hein, mais on y travaille, ce qu'on appelle la culture du risque. Par contre, la peur d'en manquer, je pense que ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric, mais on la travaille assez peu. Alors, on peut rajouter la question de la peur de manquer, la peur d'être inondé et la peur d'être contaminé. Parce que nous, on a travaillé avec Isabelle sur les moustiques. Eh bien, les zones humides qu'on célèbre, c'est célébré aussi pour les moustiques. Et il n'y a aucun animal qui est plus dangereux que les moustiques. Enfin, les virus portés par les moustiques. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut un peu raconter. Mais les peurs obscures, il faut voir quelles sont les raisons aussi. Il n'y a pas que les sources de vie, il y a les sources de mort. Et moi, j'ai bien vu ça Il se trouve que à l'Académie française, je suis fauteuil de Pasteur. Je connaissais que dalle, donc j'ai bossé, machin, et je suis maintenant ambassadeur de Pasteur. Donc je connais 2-3 trucs en microbiologie, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Pasteur, il dit ça. Nous buvons 80% de nos maladies. Mais si on ne boit pas, on meurt. Donc, et on sait bien que plus on est vivant, plus on est fragile. On voit bien quand on est amoureux. Quand on n'est pas amoureux, on s'en fout. Mais quand on est amoureux, on commence à être fragile. Mais plus on est fragile, donc plus on est amoureux, ou l'inverse, plus on est vivant, donc plus c'est fragile. Donc c'est ces mécanismes-là qu'il faut dire. Et ça passe, me semble-t-il, par le récit, par la chanson, par la musique, par l'apprentissage très tôt, par une sorte de... C'est un personnage, même plus qu'un personnage. Il est plus que notre famille. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a un travail profond à faire. J'ai arpenté donc la Loire dont tu parlais, je l'ai arpenté dans toute saison. Et je me suis rendu compte, pourtant je l'aime vraiment d'amour, cette Loire, je me suis rendu compte d'une peur instinctive à certains moments de l'eau qui stagne. Je m'en suis rendu compte parce qu'en l'arpentant face à ces eaux qui stagnaient, d'un seul coup il y avait une sorte de dégoût. Et c'est de ça dont j'ai le sentiment qu'en fait on a du mal à définir. Moi j'ai eu du mal à la comprendre sur l'instant, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et le deuxième point, c'est que il y a autre chose. Donc on parle du mythe de cette vision qu'on peut avoir du fleuve. Donc dans le Val di Comino, en haut il y a la source du Melf. Les gens y venaient à genoux. Ça a disparu, mais les gens ils venaient à genoux depuis l'Antiquité pour attraper ce qu'ils appelaient les lumières de la Vierge, mais avant c'était certainement autre chose, les scintillements de la pierre dans l'eau, et parce qu'ils imaginaient que de cette façon-là, en fait, leur vie allait être transformée. Et ça, c'est encore très vif. Donc, dans ce pèlerinage qui est devenu un pèlerinage catholique, c'est encore très vif chez tous les gens qui viennent de là-bas, à Canet. Et donc, je sais que c'est possible. Mais à la fois, je vous dis, de mon expérience personnelle, face à l'eau qui stagne, en marchant, en se retrouvant seul dans des endroits comme cela, on a peur. Et donc, c'est de cette peur-là. C'est clé. Regarde ce qui se passe en bord de mer. Bretagne, Nord, il y avait les pêcheurs, il y avait les Terre-Neuve, il y avait les Caporniers, etc. La mer, c'était la terreur. Ouais. Donc, on ne regardait pas la mer. On était en mer quand on est obligé d'aller à la mer, ce n'était pas la plaisance. Donc, tu vois, comment est-ce qu'on a... Donc, on apprivoise un peu la mer, etc. Avec un autre problème un peu différent, c'est que maintenant, on prive, étant donné le prix de la vue sur la mer, on prive les Bretons de la capacité normaux d'avoir la possibilité de voir la mer, etc. Donc, c'est la relation avec les éléments. On a complètement abandonné cette relation avec les éléments. Mais tu sais, c'est la même chose sur la question de la nourriture. C'est-à-dire, la France, soi-disant, fait attention à la nourriture, elle s'en fout comme jamais. Et avec un truc symbolique que je voudrais rappeler d'évolution,
deux choses. La moitié de la viande consommée dans les cantines est en boulettes, parce que les jeunes ne veulent plus mâcher. Non. Premièrement, pire, dans la plupart maintenant des programmes immobiliers aux États-Unis, il n'y a plus de cuisine. C'est livré par des soi-disant livreurs écologiques parce que tu les obliges à aller par tous les temps en vélo, alors que tout ça, enfin franchement, et c'est ça. Donc imagine ce que c'était que la table, partagée. Tu vois la question du partage. Donc quand tu n'as pas tu as des terreurs. Tu vois, mais cette question est absolument clé. Absolument clé. Absolument clé. Mais notre boulot à nous, ceux qui racontent, c'est aussi de dire la terreur, et puis tu fais des BD. C'est pour ça, je fais une BD, je vais te dire, il va y avoir la terreur. Hein. Parce que les moustiques, moi je les connais, les tigres, hein, les moustiques tigres, qui sont absolument partout maintenant, dans tout, potentiellement porteurs de saloperies, dans tous les départements français. Donc évidemment, ce sera un des chapitres. Tu vois, donc c'est question, c'est le complet complètement ambivalent. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le débat sur la fin de vie, oui, mais attends, sur un point précis, c'est que moi, ce qui me frappe quand même pas mal, c'est que beaucoup de gens qui ont peur de mourir, il faudrait d'abord leur demander s'ils n'ont pas eu peur de vivre. Sur l'eau qui stagne, la question c'est aussi de se poser pourquoi l'eau stagne. Juste d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est normal ou pas? En tout cas, l'eau, c'est sûr, c'est du mouvement. Et oui. Dans tous les cas, c'est pas normal. Il faut qu'elle circule. C'est pas sa nature de stagner. Voilà. Mais il y a quand même l'intérêt de certaines mares, en tout cas certaines mares. L'intérêt, c'est effectivement de retenir l'eau à un moment donné. Enfin, je veux dire ce que je disais avec les zones humides, elles ont un rôle de rétention qui est hyper intéressant. Et au-delà de la rétention d'eau, des réservoirs de biodiversité, de stockage de carbone. Et ça, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes de dire à la fois on détruit tout ou on les remet partout. C'est où est-ce que c'était avant? Quel est l'intérêt de mettre de reconstituer une zone humide ici, parce qu'elle a un intérêt de ralentir l'eau. Mais par contre, je comprends complètement cette peur de se dire il y a la maladie dans cette eau qui stagne, et je pense que faut le travailler, ça. Mais je suis d'accord avec vous que, pour moi, en tant que scientifique, maintenant, c'est pas quelque chose qui me choque de voir une eau qui stagne, parce que ça peut ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Et il y a autre chose dans le risque de maladie, la peur de la maladie. Maintenant, c'est pas tant l'eau qui stagne que les nouvelles substances qui ne se dégradent plus ou qui mettent plusieurs générations à se dégrader. Les polluants éternels, les pesticides, enfin voilà, qui aujourd'hui restent là pour plusieurs générations. Et d'un point de vue, ne serait-ce qu'éthique, de se dire on ne change pas notre modèle agricole parce qu'on n'a pas d'autre solution que ces substances-là, eh bien on en vient à fermer les captages d'eau potable, plusieurs milliers en France, parce on décide, bien voilà, la nappe est polluée. On ne la dépollue pas, et ça le sera encore pendant plusieurs dizaines d'années, voire 100 ans. Et ça pose un cas de conscience générationnelle. Donc moi, au-delà de l'eau qui stagne, c'est OK, toutes les substances invisibles que l'on émet dans les rivières et dans les nappes, qui vont rester là pendant un certain temps, ça me fait peur aussi. Il y a un point, tu vois, c'est pour ça la question que tu poses est absolument clé, c'est notre rapport au savoir. Il y a eu énormément de confiance dans le savoir. Scientifique, tout est réglé. On sait bien que ça ne va pas tout régler. Mais maintenant, il y a un déclin de deux manières. D'abord, suspicion, parce que ce qu'on a dit, et aussi, quel est l'avenir d'un chercheur? Donc, pour recruter des chercheurs maintenant, c'est super dur. Par rapport, il n'y a plus du tout ça, ils préfèrent aller à l'école de commerce, machin, etc., tu vois, parce qu'ils vont gagner plus de pognon. Et donc voilà, donc la question, et le genre. C'est-à-dire qu'à part en médecine et dans 2-3 domaines, mais en sciences, le recrutement des filles dans les prépas est en tension. Donc tu vois, c'est-à-dire que... Et puis, oui, en France, non, mais en France. Enfin, une partie du monde où on n'interdit même pas aux filles d'aller à l'école. Donc en prépa, c'est autre chose. Et donc ces questions-là, c'est-à-dire que
plus on sera ignorant en sciences, plus on aura des terreurs comme ça. Et on revient à ces terreurs quasiment moyenâgeuses, avec toutes les fakes, les trucs, enfin c'est le titre de ton livre. Et donc, et cette question est absolument clé. Il y a cette abstraction aussi du sous-sol. Alors, On a parlé. attends, alors là. Il y a une forme d'abstraction totale. Les gens ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne veulent peut-être pas savoir ce qu'il y a. Non, alors, le sol, quand même, c'est exactement. Le sol, c'est typique l'allégorie freudienne, on ne sait pas ce que c'est, on marche dessus, et personne ne sait. Moi, je suis devenu moi, je vois, enfin, franchement, je travaille la matière première depuis très très longtemps, etc. C'était nul, mais nul de chez nul, heureusement. Il y a eu des profs comme Marc-André Sellos, etc. Maintenant, c'est mon prof énorme, etc. Et puis, je suis dans les startups de mycorhisation, etc. Mais pas savoir, mais regardez quand même. Ce qui me frappe, c'est les refus ou les retards de savoir. Depuis combien de temps, enfin, quelle est la date du premier vrai article scientifique sur le microbiote et le mycobiote? C'est 20 ans. Tu vois? Non, mais il y en avait d'autres. Non, mais bien d'autres. Mais on a commencé à vraiment poser la question. Et on savait que ça existait. Mais le lien, alors pardon, moi j'ai des éléments très précis, puisqu'on y travaille en ce moment, on ne sait pas comment ça marche. Quelle est la voie d'influence du mycobiote sur le cerveau? On y travaille en ce moment même. Donc ce retard est inouï. On sait tout ce qui se passe sur Mars, et plus c'est prêt, plus on s'en fout. C'est pour ça qu'une allégorie me vient, une sorte de conjugalité. C'est-à-dire, ce savoir-là, il est belle comme la femme d'un autre. Mais plus c'est prêt, plus on s'en fout. Et le plus près, c'est le sol. Le sol, c'est hallucinant. Là, mais qui sait ce que c'était, toi, les trucs? Ben voilà. Donc il y a du boulot ici. C'est pour ça qu'ici, il faut que ça soit sans arrêt, quoi. Sans arrêt. Tant Chantal, il faut arrêter. Il faut que ça devienne un rythme. Je sais pas. Il faut que le président il casse toutes les règles sociales. Il faut bosser, quoi. Tu comprends? Demande à Attal comment on augmente le rythme du travail. Tu vas voir, il va te le dire.